Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux, honoré de faire 2700 km aller-retour de Paris jusqu'ici pour vous rencontrer. Ce n'est pas du tout une naïveté de ma part, mais c'est plutôt une conviction absolument solide d'aller partout, en France, en Europe, dans le monde, de rencontrer des gens comme vous, qui correspond actuellement à ce que je suis en train de faire, de parler quand l'arabe s'éveillera. Quand je dis quand l'arabe s'éveillera, c'est quand l'homme tout court s'éveillera. Parce que les dernières années dans lesquelles on a vécu, il n'y avait pas beaucoup de réveil. On était sous une dictature non déclarée, absolument minable, où il y a un seul voix pour l'instant, c'est la voix anglo-saxon, suisse dans le monde. Donc, je suis très très heureux de venir vous voir et je remercie beaucoup l'association Culture Populaire de leur accueil, de préparer cette rencontre. Je vais commencer par vous parler de ce qui m'est arrivé le mardi dernier, mardi 16 avril. J'ai parti à Saint-Jacques de Compostelle pour justement assister à une rencontre entre écrivains méditerranéens. Et en arrivant à l'aéroport Charles de Gaulle, que je connais comme ma poche parce que j'ai voyagé une centaine de fois à travers cet aéroport, je donne ma carte, donc mon téléphone sur lequel il y a la carte de billet d'avion, et il me donne ma carte d'embarquement et je rentre dans la grande salle. Je me suis assis, je commence à lire un livre en attendant qu'il nous fait un appel de rentrer dans l'avion. Je voyais la salle de l'embarquement, elle ressemble à une caserne militaire. Énormément des policiers armés jusqu'aux dents et ils font le tour partout. Et j'ai vu qu'ils ont même essayé de demander la carte d'identité de 3 ou 4 personnes. Ils étaient un peu plus basanés que moi. Moi, ça se voit pas trop que je suis suspect. Donc, en fait, je veux dire, c'est exactement comme ça. Et c'est une fois qu'ils nous ont appelés de rejoindre l'avion, je donne ma carte d'embarquement et ma carte d'identité française. Et la dame dit « Ah, attendez un petit peu ». Et elle a appuyé sur un bouton. C'était probablement le code entre eux tous. Et ça a pris 3 secondes, juste vraiment 3 secondes, pour que je me trouve entouré par une dizaine de policiers. Mais vraiment, on dirait un hold-up sur un mine d'or. C'est quelque chose de terrible. Et moi, je regarde, j'ai choisi le plus grand parmi eux, il faisait presque 1m90. Je me suis approché de lui. Je lui ai dit, monsieur, vous vous trompez, c'est pas moi que vous cherchez. Il m'a dit, non, 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 c'est vous, le terroriste. Ouais, absolument. Et là, ils m'ont pris les mains, ils m'ont menotté. Quand il a dit ça, j'ai dit, d'accord, bon, je leur dis, je vais avec vous parce que vous êtes en train d'exécuter un ordre qui viennent de Washington ou de New York ou de Tel Aviv. Je leur ai parlé exactement comme ça. Et je suis sûr que l'Élysée n'est même pas au courant. Voilà. Vous êtes en train de menotter un citoyen français par ordre qui vient de l'extérieur. Ils m'ont mis dans une voiture à la sortie de l'aéroport, en direction un énorme commissariat de police juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, si vous connaissez le coin là-bas. On a roulé à peu près 5 minutes juste. Et là, toujours avec mes mains mollotées, il me balance dans une petite chambre. Il fait même pas 2 mètres par 2 mètres. À l'intérieur, il y a 4 matelas par terre. Le matelas, il fait 40 cm. Il y a 3 hommes à l'intérieur.
Donc on était 4. Voilà. Je suis resté à peu près 2 heures. Alors, en pensant à ce qui me tombait sur la tête. Au bout de 2 heures, ils sont venus me chercher en disant, voilà, vous avez le droit de prévenir votre famille, si vous voulez. J'ai appelé ma fille, qui était l'avocate, et puis tout de suite après, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez appeler un avocat? Je leur ai dit que j'ai parlé avec ma fille, elle va envoyer un avocat. Il m'a dit, mais dans 10 minutes, il y a la première interrogation, on va vous mettre un avocat commis d'office. Si parmi vous connaissent la procédure, c'est comme ça, voilà. L'avocat est venu, ils ont commencé l'interrogation avec moi pendant 1h30. Toutes les questions d'abracadabrantesques, des choses absolument que j'ai jamais entendu parler de ma vie, des choses qui m'ont posé des questions. Mais si je résume, il y a 2 questions qui ont retenu l'attention, qui nous intéressent aujourd'hui. Et ils m'ont dit, est-ce que vous avez quelque chose contre les Juifs? Voilà. Est-ce que vous soutenez la cause palestinienne? Je leur ai dit que j'ai absolument rien contre. Les Juifs sont mes amis, mes frères dans l'humanité, il y a aucun problème. Mon dentiste, M. Zitoun, le docteur Zitoun, il est juif tunisien, donc ça fait 30 ans, 40 ans qu'il me suit à Paris. Et pour la cause palestinienne, oui, absolument. Je suis juriste de formation, j'ai fait le droit en 1976. Donc, je soutiens la justice. Et aujourd'hui, en Palestine, il n'y a pas de justice. On est en train de tuer des gens. Tout à l'heure, mon ami Aïssa, il a dit 35 000. Tu me permets de rajouter... Aujourd'hui, véritablement, on est à 50 000 morts à Gaza. Parce que moi, je suis en contact au quotidien avec tout ce qui se passe là-bas. Donc, il y a 50 000 morts, il y a à peu près 100 000 blessés. Et il y a 2,5 millions de forcés de quitter leurs habitations. Voilà. Donc, l'interrogation se termine. Il me remet dans ma prison. Et je passe la nuit dans cette cellule qui pue. Le lendemain à 11h, il revient. Il m'amène pour une deuxième interrogation. Là, l'avocate... est venu de la part de ma fille, et donc j'avais 2 avocats. Ils rebelotent la même question. Un des chefs de police judiciaire, il regarde ses copains, il dit, écoutez, je ne sais pas qui nous a mis dans cet embarras, on a l'air de con avec M. Hassan. Parce que je leur ai fait vraiment un cours de droit et de garde à vue. Et puis, il a dit que de toute façon, on est obligé de continuer la procédure. Là, vous allez passer devant du médecin psychologue pour voir si vous êtes en bon état. Voilà. Je dis, aucun problème. Ils m'ont descendu dans une pièce où il y a 2 médecins. Et ils ont commencé. Ils ont 30 minutes pour décider si je suis fou ou normal. Vraiment, 30 minutes, pile poil. Ils ont posé toutes les questions possibles, imaginables. Et puis au bout de 30 minutes, ils ont dit, ça y est. Je leur ai dit, alors rassurez-moi, est-ce que je suis normal ou je suis faux? Ils ont dit, non, vous êtes normal, mais quand même, il y a une faille. Alors, c'est quoi la faille? Et ils ont dit, vous avez un visage jovial. Je vous dis textuellement, je ne rajoute pas un syllabe de ce qui s'est passé avec eux. Et là, je me suis dit, c'est la seconde où je dois passer à l'offensif. Je leur dis, c'est dommage, vous avez fait des études de psychologie, mais vous êtes totalement ignorante culturellement. Vous n'avez aucune culture. Je vous conseille de lire quelques livres sur le monde oriental. Vous allez voir qu'en Orient, on se présente toujours un visage ouvert et pas un visage fermé. Vous êtes en train d'appliquer l'habitude ou le pratique anglo-saxon. Les Américains, ils se présentent toujours avec un visage ferme pour remplacer la complexe qu'ils ont ou le manque de réel caractère par un visage ferme. Mais nous, en Orient,
on est croyant, on a un visage toujours souriant, parce qu'on dit quoi qu'il arrive dans la vie, on accepte. Donc, je vous conseille, messieurs, vraiment de lire des livres sur la culture, et surtout aujourd'hui en France, il y a quand même énormément des Français issus du monde oriental, et vous allez avoir affaire à eux tôt ou tard. Donc, je vous conseille de lire des livres et de se cultiver un petit peu. Là, ils sont partis en courant. J'ai attendu jusqu'à 15 heures, c'est-à-dire, ça faisait 24 heures exactement, parce que la veille, ils m'ont attrapé à 15 heures. Là, à 15 heures, pour venir me dire, monsieur, vous pouvez partir maintenant. Pas un mot d'excuse, pas un mot, mais tout ce qui, cette arrestation, cette garde à vue tourne autour de mon livre. C'est pas pour faire la publicité pour mon livre. Mon livre, je l'ai sorti il y a 2 mois à peu près. J'ai pas trouvé une maison d'édition parce qu'il y a des mots, beaucoup, je parle de franc-maçonnerie, je parle de sionisme, je parle de la Palestine, c'est un livre de comparaison entre le monde oriental et le monde occidental. J'avais fait un voyage dans ma vie en 1982 jusqu'à 1986 pendant 1300 jours, 4 ans. En 1982, j'ai traversé Nice à cheval. Donc, ce livre, pour moi, c'est un appel à ce doux monde pour qu'ils travaillent ensemble. J'explique dans mon livre qu'essentiellement, il n'y a pas de différence. Nous sommes réellement voisins. Si vous mettez vos pieds dans l'eau ici sur la plage de Nice, vous regardez à gauche, vous allez voir la ville syrienne l'attaquer en face de vous. Je ne parle pas de le Maroc, la Tunisie et l'Algérie qui est juste en face, mais même la Syrie n'est pas si loin que ça. Depuis 7000 ans, ce bassin méditerranéen, qu'il soit avec les Sumériens, qu'il soit avec les Phéniciens, les Babyloniens, les Égyptiens, ça a toujours été notre lac méditerranéen à nous tous. Et j'explique dans mon livre que l'Europe latine ne trouvera jamais la paix s'il ne travaille pas avec le monde arabe. D'un côté et la Russie de l'autre côté. On n'a absolument rien à faire avec les anglo-saxons. Si j'ai en mémoire juste la dernière vente de frégates françaises à l'Australie, comment à la dernière seconde ils l'ont sapé, et dans mon livre, je parle des centaines de fois comme ça. Donc, je n'ai jamais écrit de prendre un Kalachnikov et aller tuer des Juifs ou des Occidentaux. Mon livre, c'est un véritable appel à la paix et pas à la guerre. Mais ces gens-là, dans leur tête, ils ne vivent que grâce aux problèmes. Regardez après le 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tout un théâtre qui a commencé. À l'Assemblée nationale, les partis politiques, les grands partis politiques, et notamment Marine Le Pen, ils ont commencé à faire des déclarations théâtrales. Marine Le Pen dit « Désormais, nous allons protéger la communauté juive en France ». C'est comme si vraiment la communauté juive en France est menacée. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit « Désormais, nous allons protéger Israël ». Gabriel Attal était ministre à l'époque, en 7 octobre. Il a fait le tour de toutes les écoles juives en région parisienne pour leur assurer qu'il n'y aura pas de raid palestinien contre les écoles juives. Darmanin, il a fait la même chose. Donc c'est un véritable orchestre musical où chacun y joue une note pour mettre le français, le pauvre français, dans son Ardèche, dans son Auvergne, dans son Bretagne, pour le faire vivre toujours dans la peur, toujours dans la peur. Ça me fait 40 ans que je vis en France. On n'a jamais fini avec une guerre pour commencer un autre. Je me rappelle toute ma vie la guerre de l'Irak. Comment la propagande sur TF1, sur France 2, sur LCI, sur BFM, leur savoir-faire
c'est de maintenir les gens en relation, en situation de peur, pour qu'on continue toujours à les contrôler. Donc, voilà, si vous voulez, l'introduction de ce qui se passe actuellement en France. Par rapport à notre thème d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un embrasement? Mais est-ce qu'on peut citer depuis 1000 ans, depuis 1095 jusqu'à aujourd'hui, 10 ans ou 15 ans ou 20 ans de l'histoire où il n'y avait pas des guerres planétaires? Jamais. On n'a jamais passé. Si vous regardez l'histoire, vraiment, pourquoi j'ai dit 1095? Parce que c'était le début de guerre, de croisades, de croisées. Et je cite juste une phrase de Chateaubriand, que j'ai écrit dans mon livre. Chateaubriand, vous le connaissez tous. C'est un grand écrivain, philosophe français. Il a dit, c'est naïf de croire que on a été à Jérusalem pour sauver l'église de nativité de musulmans. On a été à Jérusalem pour contrôler la grande Syrie, c'est-à-dire Syrie, Palestine, Jordanie et Liban, car celui qui contrôle cette partie du monde devient le maître du monde. Et nous sommes le maître du monde, pas vous. Donc depuis 1095 jusqu'à aujourd'hui, l'Occident anglo-saxon traîne derrière lui l'Occident latin, qu'on lui donne des miettes. Il n'a jamais lui donné un rôle véritable pour mener des guerres. Mais cette guerre-là, c'est la mère des guerres, la mère des batailles. Et comme il l'a dit Aïssa, depuis 1000 ans jusqu'à aujourd'hui, l'homme arabe, il n'a jamais réussi à résister, ou il n'a jamais réussi à riposter comme ça se passe aujourd'hui. Les combattants palestiniens, c'est pas 7 mois qui vivent dans les tunnels, qui vivent sous le bombardement, qui vivent sans voir le soleil. Regardez, imaginez que vous allez rester chez vous, dans votre appartement, pendant 1 semaine sans sortir, dans quel état psychologique vous allez être? Ça fait 7 mois que les avions anglais, américains, australiens ne quittent jamais le ciel de bande de Gaza. Espionnage 24 heures sur 24. Et 7 mois de guerre. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit mon ami Aïssa. C'est pas Israël qui mène la guerre. C'est le monde anglo-saxon qui mène la guerre. Netanyahou, ce n'est qu'un pion dans cette affaire. Israël a montré dans cette guerre qu'il ne peut absolument pas vivre 1 semaine sans le pont aérien qui vient de Washington, de New York, de Los Angeles, de Sydney, de Paris, de Londres. Et ils sont absolument incapables. On a gonflé cette entité sioniste, on l'a rendu au monde capable de tout, capable de faire de guerre, capable de faire de coups d'État, capable. Juste, en fait, c'est leur image à eux. Regardez quand le 10 octobre, c'est-à-dire 3 jours après, le 9 octobre, 2 jours, 48 heures après la guerre, le début de la guerre, quand le ministre des Affaires étrangères américain, Blinken, il est venu en Israël, il n'a pas dit que je suis le ministre des Affaires étrangères américain, il a dit je viens en tant que juif. Est-ce que parmi vous, quelqu'un se rappelle de ça? Et il a dit je viens en tant que juif. Le ministre des Affaires étrangères américain, la plus grande puissance du monde. Pourquoi en fait aujourd'hui cette guerre, je l'appelle la mère de guerre? Moi, depuis 1095 jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que je connais cette histoire, ces 1000 ans, comme je connais mon prénom. La force anglo-saxonne n'a jamais été menacée comme aujourd'hui. Ils ont perdu la guerre en Ukraine, ils ont perdu la guerre en Irak, en Afghanistan, ils ont perdu le bras de fer avec la Chine par rapport à Taïwan. Et là, la seule coin dans lequel ils se sentaient comme chez eux, ils voulaient le pétrole, ils voulaient le gaz, ils voulaient l'archéologie, ils voulaient tout. Donc, ils ne pleurent rien s'ils perdent cette guerre.
ça veut dire que les États-Unis vont devenir un petit pays comme tout le monde. Et plus le mettre le gendarme devant. C'est pour ça que je ne suis pas du tout moins optimiste pour la suite de l'opération. Ça veut dire, moi je pense vraiment, aujourd'hui on est face à deux fronts. Il y a un front des Palestiniens, des Arabes, des Russes, des Chinois qui vont déguster le triomphe, qui ne veulent pas reculer. Il y a une force qui a la main mise sur le monde depuis des années, depuis des centaines d'années, et aujourd'hui, ils ont l'impression qu'ils vont perdre. Donc, cette affaire, je pense, et j'espère que je me trompe, qu'il ne trouvera pas des sages qui va trouver un juste milieu. Il y aura un clash énorme, et les Américains, ils vont perdre. Les Américains, ils vont perdre. Et le monde, il va trouver un autre équilibre qui est meilleur que celui-ci. Je vous remercie beaucoup. Je préfère qu'on fait échange avec l'Assad. Ça sera beaucoup plus productif. Et avec mon ami Issa, on est absolument prêt à répondre à toutes vos questions. Ne soyez pas timides. On est là pour parler, on est là pour échanger. Et on répond à vos questions. Je vous remercie.